La véritable complexité de la vie ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous tentons de contrôler. Nous vivons comme si le contrôle absolu était synonyme de sécurité, comme si chaque pas devait être anticipé, chaque erreur éliminée, chaque émotion justifiée. Mais que se passe-t-il lorsque l'effort de tout contrôler devient lui-même une prison? Et si la liberté que nous cherchons résidait justement dans le lâcher-prise? Et si ce que nous appelons une vie organisée n'était qu'une anxiété déguisée en productivité? La question est, vivons-nous vraiment ou tentons-nous simplement de maintenir le monde sous une illusion d'ordre? Cette illusion a un coût et il est souvent silencieux. On dit que moins, c'est plus. Mais comprenons-nous vraiment ce que cela signifie? Nous avons réduit l'idée de simplicité à une esthétique. Espace blanc, placard rangé, agenda allégé. Mais le taoïsme ne parle ni de mobilier ni de routine minimaliste. Il parle du Wu Wei, le non-agir. Et le non-agir n'est pas une omission, c'est une action sans effort excessif. C'est agir sans tension, sans résistance au flux naturel. La véritable simplicité, donc, est un abandon lucide, non un vidage superficiel. C'est un état d'esprit, non une condition matérielle. C'est se détacher de l'impulsion d'interférer là où la vie connaît déjà le chemin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après avoir tant accompli, vous ressentez encore un manque? Pourquoi la paix semble de plus en plus lointaine, même lorsque tout semble sous contrôle? Et si nous faisions trop d'efforts pour quelque chose qui n'a peut-être jamais été nécessaire? Et si cet excès d'efforts était justement ce qui nous séparait de la sérénité? N'est-il pas curieux que les moments les plus vrais de la vie surviennent souvent lorsque nous cessons simplement de les forcer? Comme si la vie attendait que nous nous écartions du chemin. Cette question ne cherche pas une réponse immédiate, elle cherche une présence. En 2008, lors de la crise financière mondiale, de nombreux cadres ayant accumulé des millions ont rapporté un sentiment inattendu, le soulagement. Le soulagement de ne plus devoir maintenir une image, le soulagement de ne plus devoir courir après des objectifs qui n'avaient jamais eu de vrai sens. Dans la ruine, ils ont trouvé une étrange forme de liberté. Ce paradoxe révèle quelque chose d'essentiel. L'effondrement du contrôle peut ouvrir un espace au réel. C'est dans cet espace que le non-agir du taoïsme résonne, non comme une résignation, mais comme un retour à la vérité de l'instant présent, car parfois, c'est en lâchant prise que l'on saisit réellement ce qui compte. La narration moderne nous a appris que plus d'efforts apportent plus de résultats, que plus de travail apporte plus de valeur, que plus de réussite nous rendront enfin suffisants. Mais cette logique est fausse, car elle repose sur l'idée que nous sommes déjà insuffisants. Le Tao propose l'inverse. La suffisance réside dans l'être, non dans le faire compulsif. Et si la simplicité était le véritable antidote à l'angoisse existentielle de notre époque, si elle concernait moins le faire que le percevoir? Après tout, quoi de plus révolutionnaire que de vivre sans la nécessité constante de prouver quelque chose? Le monde court, mais qui a dit que c'est en courant que l'on vit? Peut-être que ce que nous appelons paresse en nous-mêmes est en réalité un appel à se réaligner. Une pause qui demande de l'écoute. Un corps qui refuse de bouger, non par faiblesse, mais par sagesse. Le Tao n'enseigne pas la passivité. Il enseigne la présence, le rythme, l'humilité face à la complexité de l'univers. Et l'humilité ici n'est pas se rabaisser, c'est cesser de vouloir être Dieu. La simplicité, alors, ce n'est pas renoncer au monde, mais cesser de le manipuler au service de notre anxiété. C'est faire confiance à l'intelligence de la vie. Et peut-être que cette intelligence est plus sage que tous les plans que nous pourrions élaborer. Il fut un temps où tout ne semblait avoir de sens que lorsqu'il était contrôlé. Chaque plan établi, chaque objectif atteint, semblait confirmer que l'effort était la clé de la réalisation. Il était facile de croire que la vie obéissait à des commandes, à condition d'être suffisamment discipliné, suffisamment fort, suffisamment attentif. Mais un jour, le rythme s'est brisé. Et ce n'était pas dû à un grand traumatisme, mais à une accumulation subtile d'épuisement. Un jour, l'énergie qui jusque-là soutenait tout
n'était tout simplement plus là, ni le corps, ni l'esprit, ni la volonté ne répondaient. Le vide n'était pas une absence, c'était une saturation. Cet état n'a pas été immédiatement compris. Il s'est manifesté comme un malaise étrange, ambigu. Ce n'était pas de la tristesse, mais ce n'était pas non plus de la paix. Ce n'était pas un échec, mais ce n'était pas non plus la liberté. Il n'y avait qu'une fatigue silencieuse, comme si tout ce qui avait un sens autrefois était désormais lointain. Même les pratiques spirituelles sonnaient creux. Les livres ne touchaient plus le même endroit. Et au fond, une question dérangeait. Pourquoi est-ce que je continue à vouloir maintenir tout cela debout? La réponse ne venait pas, mais quelque chose commençait à bouger à l'intérieur, comme un vieux murmure oublié. Ce n'était pas un effondrement, c'était un appel. C'est dans cet espace de reddition qu'est née l'impulsion. De simplement s'arrêter. Non pas pour abandonner, mais pour écouter. Le besoin de planifier a cédé la place à l'observation. L'anxiété du contrôle a laissé place à quelque chose de plus réceptif. Et alors est venue la prise de conscience. Ce qui semblait être du désordre n'était pas la fin de la cohérence, mais le début d'une autre forme d'intelligence. Une intelligence qui ne venait pas de la pensée, mais de la présence. Qui ne criait pas, mais guidait avec subtilité. Et tout ce qui auparavant semblait dépendre de l'effort a commencé à se réorganiser sans intervention. Pas par magie, mais par réalignement. Avec le temps, il est devenu clair que ce qui faisait mal n'était pas l'absence de progrès, mais l'insistance sur un chemin qui ne convenait plus. C'était comme utiliser d'anciennes cartes pour des terres qui avaient changé. La souffrance venait de la résistance, de la tentative de maintenir vivante une logique qui n'était plus vraie. Cette prise de conscience, bien que déstabilisante, était libératrice. Car pour la première fois, il était possible d'accepter qu'il n'était peut-être pas nécessaire de conquérir l'état de paix. Peut-être suffisait-il de cesser d'empêcher qu'il se révèle. C'était cela, la traversée. Non pas vers quelque chose, mais au sein de quelque chose qui avait toujours été là. La tension se dissolvait lentement, sans formule, sans garantie. L'ambiguïté demeurait, tantôt paix, tantôt inconfort, mais il y avait de la place pour les deux. Et dans cet espace, quelque chose mûrissait. La confiance qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir partout. Le monde, tout comme le corps, sait aussi comment se guérir, si on le laisse faire. La simplicité n'est pas l'absence de complexité, mais l'absence d'excès. Le non-agir n'est pas une omission, mais une sagesse active. Une sagesse qui écoute avant de parler, qui observe avant de décider. À partir de ce moment-là, la relation au quotidien a changé. Les mêmes tâches, les mêmes rituels venaient désormais d'un autre lieu, plus silencieux, plus entier. Il n'y avait plus d'urgence à tout transformer. Il y avait le désir d'être avec tout, tel que c'est. L'appel n'a jamais été pour un grand changement extérieur. Il a toujours été pour une reddition intérieure. Une traversée sans carte, guidée uniquement par la sensation de vérité dans chaque geste, sans garantie, mais avec présence, sans applaudissements, mais avec intégrité. Le chemin du Tao ne demande pas d'abandonner le monde, mais d'abandonner l'effort de le contrôler. La véritable simplicité commence lorsqu'on comprend que rien n'a besoin d'être forcé et que le bien-être le plus profond surgit lorsque l'on laisse la vie se dérouler, sans résistance, sans imposition. Ce qui s'est produit dans la narration précédente n'était pas simplement une rupture de routine, c'était une dissolution symbolique de l'ego contrôleur. Dans la psychologie de Carl Jung, ce moment correspond au début de l'individuation. Lorsque le moi commence à percevoir qu'il n'est pas le centre de la psyché, mais une partie d'un système plus vaste. L'inconscient se manifeste souvent à travers des crises subtiles, non parce qu'il veut détruire la structure psychique, mais parce qu'il cherche à la compléter. Freud reconnaissait aussi que l'excès de répression conduit aux symptômes. Le contrôle absolu, paradoxalement, engendre le désordre. Lacan, quant à lui, parlerait de l'effondrement du sujet supposé savoir, le moment où l'autre symbolique cesse d'offrir des garanties. Dans cette fissure, le réel fait irruption, et il devient nécessaire de créer une nouvelle écoute de soi. Sur le plan émotionnel, ce processus est ambigu. Il y a à la fois du soulagement et de la peur.
Le moi perd son axe habituel et, pendant un temps, flotte dans l'incertitude. La compulsion à planifier et contrôler était soutenue par des affects inconscients. Peur de l'abandon, de ne pas appartenir, de l'échec. Cette tension émotionnelle est entretenue par un surmoi rigide, que Freud a décrit comme la voix intérieure qui surveille et punit. Cependant, en ouvrant un espace à l'écoute intérieure, on commence à percevoir que la sécurité ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon lucide au présent. La dissolution de la tension émotionnelle est donc un processus de réintégration. L'affect refoulé revient, mais désormais comme conscience. Spirituellement, cette traversée s'aligne avec le principe du Wu Wei du Tao Te Ching. Agir sans forcer, laisser la vie se mouvoir selon sa propre sagesse. Jung appellerait cela synchronicité. Lorsque des événements internes et externes commencent à s'aligner sans lien causal direct, mais avec un sens symbolique profond. L'appel au non-agir est en réalité une écoute élargie, de l'âme, une intelligence qui transcende l'ego rationnel. Dans l'hermétisme, c'est le moment où le « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » commence à se révéler. Le microcosme et le macrocosme dansent ensemble. La vie se réorganise non par l'effort de l'esprit, mais par l'harmonie entre les niveaux invisibles. Sur le plan existentiel, cette transition implique de renoncer à l'illusion que la vie est un problème à résoudre. Cela demande une maturité psychologique et un courage spirituel. Le modèle de vie fondé sur un effort incessant est en réalité le reflet de notre culture narcissique, qui croit que tout doit être maîtrisé et optimisé. Jung disait que l'âme ne cherche pas l'efficacité, mais la profondeur. Et la souffrance contemporaine provient souvent de l'inadéquation entre l'âme et le système. La crise n'est pas un échec, c'est une révélation. C'est le signe qu'il est temps de vivre autrement. Le chemin, alors, n'est pas de grimper plus haut, mais de plonger plus profondément. Il y a un schéma invisible dans tout cela, celui selon lequel la vie crée toujours des tensions avant de générer une expansion. Comme la respiration, il y a un moment de rétention avant la libération. Dans les rêves, que Jung considérait comme des messages de l'âme, il est courant que le symbole de l'effondrement précède l'apparition d'une nouvelle image de totalité. L'effondrement d'un mode de vie peut être la préparation à une nouvelle intégration des opposés. La vie pousse vers la marge lorsque le centre ne porte plus de vérité. Et ce déplacement, s'il est accueilli, réorganise tout. Le véritable changement n'est pas extérieur. Il se produit lorsque le centre de gravité intérieur se modifie. Dans la logique synchronique de l'univers, lorsque le moi se retire du contrôle obsessionnel, le monde commence à répondre autrement. Les situations se résolvent sans la même résistance. Les rencontres surviennent avec plus de fluidité. Ce n'est pas de la magie, mais une cohérence profonde entre l'intérieur et l'extérieur. Les anciens appelaient cela le chemin du milieu, le point d'équilibre entre action et contemplation. Lorsque l'individu aligne son flux intérieur avec le rythme de la vie, il sort de la friction et entre dans le courant. Ce n'est pas de l'inertie, c'est une intelligence organique. L'âme connaît le chemin. L'ego doit apprendre à faire confiance. Ainsi, la véritable simplicité n'est pas l'absence de complexité, mais l'accord avec l'ordre invisible de la réalité. C'est vivre depuis le centre, et non depuis la périphérie de l'ego. C'est agir quand il y a du sens, et se taire quand c'est le moment d'écouter. La modernité nous a appris à tout mesurer, mais pas à faire confiance. La spiritualité profonde nous rappelle qu'il existe une sagesse qui ne crie pas, mais qui soutient. Le Tao ne demande pas de passivité, mais de l'humilité face au mystère. Et la psychologie profonde révèle que, bien souvent, guérir, c'est lâcher, non réparer. La simplicité, alors, est l'état de celui qui a compris que couler est plus sage que forcer. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons de chercher des solutions complexes et que nous commençons à vivre avec intention. Il n'est pas nécessaire de bouleverser toute sa routine, de faire de grands renoncements ou d'adopter de nouveaux systèmes de vie. La simplicité qui naît du non-agir commence par une perception claire de l'excès, de la tension, de la vitesse, du contrôle. Lorsque vous remarquez la précipitation dans le corps ou l'anxiété dans les pensées,
c'est un moment clé. Il n'est pas nécessaire de réagir. Le simple fait de percevoir initie déjà un mouvement intérieur. La simplicité commence par la conscience, douce mais ferme. Un rituel efficace pour ancrer cette conscience est de créer un instant de silence au réveil. Avant de toucher à votre téléphone, de penser aux tâches ou d'interagir avec le monde, asseyez-vous pendant 3 minutes avec une tasse de thé ou un verre d'eau. Observez la chaleur, la vapeur, la saveur. N'essayez pas de méditer ni d'atteindre un état. Soyez simplement là. Ce geste symbolique vous enseigne, chaque matin, que vivre ne consiste pas à accélérer, mais à ressentir. C'est un portail de retour au moment présent, avant que la journée ne vous engloutisse. Choisissez un petit objet qui représente cette pratique du lâcher-prise. Une pierre, une feuille, un morceau de tissu. Quelque chose que vous pouvez toucher, déplacer, regarder chaque jour. Placez-le dans un espace visible et quotidien, à côté de votre brosse à dents, de votre tasse de café ou de la porte d'entrée. Chaque fois que vos yeux croiseront ce symbole, respirez simplement et relâchez les épaules. Un rappel que vous n'avez pas besoin de tout porter en permanence. L'objet devient une encre concrète pour une idée abstraite. Le monde ne repose pas sur votre effort constant. Pratiquer la simplicité signifie aussi observer où l'excès est présent. Dans une liste interminable de choses à faire, dans des conversations que vous tentez de contrôler, dans des schémas qui n'ont plus de sens. Demandez-vous avec sincérité, qu'est-ce que j'essaie de soutenir ici? Cette question, posée avec présence, démonte les automatismes. Et peut-être révélera-t-elle que certaines choses ne se maintiennent que par habitude, non par nécessité réelle. Lâcher prise, dans ce contexte, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance au fait que l'essentiel demeure même quand le superflu s'effondre. La pleine conscience, sur ce chemin, n'est pas un perfectionnisme spirituel. C'est l'humilité de remarquer, avec douceur, quand vous avez perdu votre centre. Et de choisir, sans culpabilité, d'y revenir. Revenir peut être aussi simple que sentir sa respiration, regarder une plante, écouter un son ambiant. La vie est déjà en train de se dérouler. Vous n'avez pas besoin de la construire sans cesse. Elle vous demande seulement d'être là. Être présent ne demande rien d'autre que vous-même. Et cela, en soi, est un acte de courage. La plus grande révélation de ce parcours, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout transformer pour mieux vivre. De petits gestes symboliques, répétés avec intention, ont un véritable pouvoir de réalignement. La tasse, l'objet, le silence du matin sont des moyens de se rappeler que vivre peut être plus léger, qu'agir avec présence est plus efficace qu'agir par compulsion, et que la sagesse du Tao réside dans les espaces entre deux efforts. La simplicité ne naît pas de l'absence, mais de l'harmonie. Voici l'invitation finale, non pas faire plus, mais être davantage. Avec moins de précipitation, moins d'attente et plus d'écoute. Ne pas chercher l'extraordinaire, mais accueillir l'ordinaire comme sacré. Le non-agir n'est pas de l'inertie, c'est un mouvement qui vient de la vérité, intérieure, et non de l'exigence extérieure. La vie est là, maintenant, en attente de votre présence pleine. Commencez par un geste, un silence, une respiration. Et découvrez que c'est peut-être exactement là que tout commence à changer. Peut-être que la simplicité ne réside pas dans ce que nous éliminons, mais dans ce à quoi nous cessons de résister. Vivre ne consiste pas à vaincre la complexité, mais à apprendre à danser avec elle sans perdre son centre. Dans le silence, entre une intention et une autre, quelque chose de plus profond murmure. Et si la liberté ne consistait pas à s'étendre, mais à revenir? Revenir à un point intérieur où il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit. Où l'être suffit même lorsque le faire est absent. Il y a une sagesse à ne pas connaître la prochaine étape avec tant d'urgence. La vie ne s'offre pas à celui qui la domine, mais à celui qui s'y abandonne avec discernement. La logique du Tao est à l'opposé de la précipitation. Il attend que vous soyez prêt à entendre ce qui n'a pas de forme. Peut-être est-ce pour cela que les moments les plus vrais paraissent étranges à la raison. L'esprit cherche des garanties. L'âme cherche la cohérence. Et la cohérence la plus profonde ne vient pas de ce que nous expliquons,
mais de ce que nous ressentons quand tout devient silence. Au cœur de ce silence, chacun retrouve son propre langage. Il n'y a pas de point précis où l'effort se termine et où le flot commence. La ligne est ténue, presque imperceptible, comme l'instant où l'air entre et sort des poumons. Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais d'agir sans friction, sans la dureté de vouloir imposer, sans le poids de devoir tout contrôler. Le Tao ne pousse pas. Il accueille ce qui est, comme c'est, quand c'est. Dans cet espace, la simplicité n'a pas besoin d'être décidée. Elle se révèle simplement. Alors, la question n'est peut-être pas « que dois-je faire maintenant ?», mais « qu'est-ce qui, en moi, tente de contrôler ce qui n'a pas besoin de l'être ?» Cette question n'appelle pas une réponse rapide. Elle demande le courage de rester avec le vide fertile de celui qui a compris que ne pas savoir peut être la forme la plus honnête de savoir, et que certaines réponses ne viennent pas par les mots, mais par la manière dont on respire entre eux. La contemplation ne résout pas, elle dissout, et dans cette dissolution, quelque chose de nouveau peut émerger, sans effort, sans bruit. Il y a une étrange beauté dans le non accompli. L'inachevé nous protège de la rigidité. La sagesse n'est pas un point final, c'est une ouverture constante, comme une porte qui ne se ferme pas, car elle comprend que le vent a lui aussi ses intentions. Rien n'a besoin d'être parfaitement rond ni définitif. L'essentiel se communique autrement, par la qualité de la présence, et la présence, lorsqu'elle est réelle, parle d'elle-même. À chaque geste non forcé, la vie rend quelque chose qu'on ne peut mesurer, ni en possession, ni en statut, mais en sens. Le sens qui n'existe que lorsque l'on cesse de courir après et que l'on commence à habiter. Habiter l'instant, la respiration, le silence. Et découvrir, peu à peu, que cela est déjà suffisant. Tout ce qui semblait manquer attendait peut-être simplement que vous arrêtiez de combler, pour enfin apparaître. Si ce chemin silencieux a résonné en vous, ce n'est peut-être que le début d'une écoute plus profonde. Il n'y a ni urgence, ni voie toute tracée, juste des pas posés avec moins de bruit et plus de vérité, comme suivre un sentier où la destination importe moins que la manière de marcher. Nous continuons à observer les schémas, les pauses, les vides. Dans l'art de ne pas conclure, nous avançons ensemble. Ici, là où la simplicité a encore tant à révéler.